13e épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature Aventure Survie. On retrouve le Britannique Tristan Goulet, le navigateur naturel, qui nous explique les principes de base de cet art ancestral et un petit peu oublié. D'abord, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Ouais. Wilson Wilson De retour à la navigation naturelle, quels en sont les grands principes ? On en a déjà parlé avant, mais il faut juste connaître les 4 briques de base de la navigation naturelle, qui sont direction, vitesse, distance et temps. Vitesse, distance et temps sont forcément reliés. Comme on l'apprend à l'école sous forme d'une sorte de triangle ou de règle de 3, si vous vous déplacez à 10 km/h pendant une heure, vous savez que forcément vous avez couvert une distance de 10 km. Donc si vous savez 2 éléments sur ces 3, vous pouvez extrapoler pour le 3e. Mais pour les gens, le plus impressionnant reste la direction. C'est à ce moment-là qu'on a des waouh dans le public. Dans mon dernier livre, vous pouvez trouver plus de 8000 façons de retrouver la direction dans laquelle vous regardez, par exemple. Donc pour rester très simpliste, si vous vous dirigez vers le nord et que vous marchez pendant 10 minutes à un rythme de 6 km/h, vous savez que vous devez vous trouver à 1 km de votre point de départ au nord. Ça peut paraître totalement simpliste et évident, mais si les gens font chacune de ces étapes ensemble et qu'au bout d'un moment ils réalisent que rien qu'en utilisant la nature, ils ne sont pas perdus, dans ce cas il y a un petit moment de grâce. Ils se disent « Waouh, c'est pas juste un truc que faisaient nos ancêtres, en réalité ça marche vraiment ». Ensuite, un peu comme on l'a déjà dit auparavant, on peut rentrer dans ce qui constitue l'art de cette discipline. Au lieu de simplement considérer la direction, la vitesse, etc., on peut se dire « Ok, aujourd'hui je vais essayer de m'intéresser à tout ce que je vois dehors, les plantes, les animaux, les nuages, les étoiles. Et ce, pour m'aider dans la balade. Ça va m'aider pour avoir la direction et ça va dessiner une sorte de carte pour moi. » Et c'est ça vraiment l'art ancestral de la navigation naturelle. Et c'est un sujet tellement large qu'il n'y a pas de bonne façon de se perfectionner et d'apprendre plus. En fait, certaines personnes pourraient être plutôt intéressées par les étoiles et feront toute leur navigation naturelle grâce aux étoiles, alors que d'autres vont plutôt s'intéresser aux papillons, aux insectes, qui peuvent aussi les renseigner. Je ne suis absolument pas restrictif, je ne dis pas qu'il faut absolument commencer par tel ou tel domaine pour ensuite se perfectionner. En fait, on peut voir ça quasiment comme un voyage, et l'endroit où on veut aller en navigation naturelle, eh bien, il y a plusieurs chemins pour s'y rendre. Il y a aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans tes livres, c'est que la navigation naturelle, c'est pas simplement trouver le nord ou le sud, c'est aussi faire partie de la nature et réussir à se reconnecter avec celle-ci. Tout à fait. Et la navigation naturelle, comme la plupart des connaissances et des talents fondamentaux, englobe plein de domaines qui se recoupent et il n'y a pas vraiment de frontières marquées quand l'un se termine et l'autre commence. La météorologie, par exemple, fait partie de la navigation naturelle. Si vous utilisez le vent pour vous orienter, par exemple, vous savez que, par exemple, le vent souffle à l'ouest au début de votre voyage et vous devez être attentif donc à la façon dont il brosse les herbes à vos pieds, la façon dont vous le ressentez. Et disons que là, vous le sentez que le vent tourne
en sens anti-horaire de 45 degrés, là, votre expérience de personne connectée à la nature vous dit attention, le temps va bientôt changer. C'est pas vraiment un indice d'orientation, mais déjà là, vous vous connectez au changement météorologique. Cela vous renseigne notamment sur ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours de votre balade. Et lorsqu'il va se mettre à pleuvoir un petit peu plus tard, vous ne serez pas surpris. Cette façon de pouvoir prédire l'avenir, entre guillemets, ça fait également partie, à mon sens, c'est une face du même dé. Il y a aussi un passage très intéressant dans ton dernier livre, c'est assez impressionnant, c'est la façon dont tu expliques comment on peut déterminer l'heure de la nuit, rien qu'en regardant les étoiles. Merci. Oui, c'est vrai que j'adore encore faire ça, même après de très nombreuses années. Et je trouve que c'est un excellent exemple de la différence entre la nécessité et le plaisir. Très souvent, lorsque je donne une conférence ou alors que je donne un cours, je montre donc la forme de la casserole, le grand chariot, et l'étoile polaire, et je dis, écoutez, on peut déterminer l'heure grâce à ça. Et je me heurte très souvent à la remarque, ouais, c'est plutôt cool, mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Non. Mais est-ce que c'est extrêmement satisfaisant, extrêmement fun? Oui. C'est aussi un exemple du côté artistique, parce que là, on est en octobre, on commence à redécouvrir les étoiles parce que les jours raccourcissent. Je peux très bien rester plusieurs mois autour de juin en été sans faire d'astronomie et du coup arriver en automne, en hiver, je suis un peu rouillé et j'ai besoin de m'y remettre. Alors ces temps-ci, quand je fais une sortie, ça peut me prendre environ 20 minutes, mais en m'entraînant, en retournant au mois de mars, là, ça ne me prendra plus que 10 minutes. Et là, on retrouve encore l'analogie avec la musique. C'est vraiment très simple de faire quelque chose de basique, mais ça prend beaucoup de temps si on veut le faire vraiment bien. Alors, il m'est déjà arrivé d'enseigner cette méthode à des gens ou à des amis lorsque on peut voir un superbe ciel étoilé où toutes les étoiles sont visibles et les gens sont quand même surpris et enfin, dans le bon sens de pouvoir constater qu'on peut déterminer l'heure qu'il est en pleine nuit alors que le soleil n'est pas visible. C'est vraiment une façon très impressionnante, je trouve, de comprendre le monde. Et c'est une méthode que j'aimerais bien appeler élégante. Alors je ne sais pas si en anglais ça se dit le mot élégant. Oui, on peut dire élégant, mais les jeunes utilisent un autre mot. Je ne suis pas suffisamment jeune pour l'utiliser, donc on pourrait dire élégant. Je suis totalement d'accord avec ça et je crois qu'il y a même moyen d'être un peu plus philosophique. Si on pense d'abord à la réaction que certaines personnes peuvent avoir, si on commence par leur montrer comment trouver le nord ou alors comment dire l'heure en lisant simplement l'étoile polaire, alors certains sont déjà très fermés à ça, ceux qui ont un état d'esprit assez urbain disent ouais c'est sympa mais ça sert à quoi? Beaucoup de gens par contre vont être assez intéressés et vont trouver ça amusant. Mais ça va rester un tour. Les gens vont dire ouais c'est un tour qui est sympa. Et en gros voilà c'est juste un tour. Quand vous voulez amuser la galerie, vous sortez le tour de sa boîte et puis vous montrez. Mais pour moi le vrai intérêt de ce genre de choses, c'est qu'on arrête de penser à ça comme un tour, même si c'est une excellente façon d'intéresser les gens au départ. Mais quand on commence à s'intéresser à ça, on arrête de penser à ses compétences comme un simple tour, mais en fait, on réalise que c'est la façon dont le monde fonctionne. Il n'est pas facile d'articuler toutes ces connaissances. Mais l'intérêt, en fait, c'est ce que j'ai marqué dans un de mes livres, dans Le Navigateur naturel. Si vous apprenez à des gens que le soleil est parfaitement au sud à midi, et c'est aussi le point le plus haut dans le ciel, et que c'est à ce moment qu'il projette une ombre, l'ombre la plus courte sur un bâton, les gens vont d'abord penser ok c'est sympa, mais en fait ils vont vite réaliser que le sud c'est exactement ça, c'est ça que ça veut dire le
sud. Avant même qu'il y ait des boussoles, les anciens connaissaient déjà cette notion de nord-sud uniquement en observant le soleil. Donc le soleil au plus haut dans le ciel et le sud veulent exactement dire la même chose. On a parlé du soleil, des étoiles, mais on utilise aussi en navigation naturelle les plantes et les animaux. De quelle façon ils peuvent être utiles? Alors les animaux, en fait, ce sont exactement les mêmes principes que les plantes. Mais bon, le challenge, c'est qu'ils ne restent pas tous au même endroit pour qu'on puisse les observer. Mais le principe de base, c'est que n'importe quel animal, même les humains, ont besoin des plantes pour survivre. De même, n'importe quelle plante a ses besoins et a son habitat naturel. Donc les animaux vont essayer de ne pas trop s'éloigner des plantes dont ils dépendent. Un exemple que je donne assez souvent, parce que c'est joli et les personnes comprennent bien. Les orties, par exemple, poussent essentiellement dans des sols riches en phosphate, et le phosphate, ça veut dire qu'il y a des hommes qui vivent pas très loin. Quand on apprend à connaître certains papillons comme le paon du jour, ce papillon en particulier dépend d'une plante particulière à laquelle il doit une grande partie de son cycle de vie. Et là, on démarre un processus assez complexe où on peut voir plein de papillons différents. Il faut juste savoir que au XIXe siècle, beaucoup de naturalistes essayaient de poser des noms sur tout ce qu'ils voyaient, sur tous les animaux. Cependant, j'ai envie de dire que les noms ne sont utiles que s'ils vous aident. Alors, si on voit un papillon et qu'on connaît déjà la plante qu'il va utiliser pour sa reproduction, son cycle de vie, alors là, c'est très simple, il suffit de procéder par itération et on se dit que quand on voit un papillon, quand on voit ce papillon-là, je peux en déduire qu'il y a un village ou une ville pas très loin, parce qu'il y a des plantes qui dépendent également des humains. Et il y a plein d'autres exemples, mais on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Mais c'est vrai que quand on commence à découvrir la nature, les gens veulent de plus en plus de petits tours. Et je le rappelle dans mes livres, c'est pas le nombre de tours qui est important, mais c'est de bien comprendre les différents principes. Lorsqu'on commence à connaître bien en détail un animal, ses habitudes, son habitat, là il essaye vraiment de nous dire quelque chose. Si on prend un autre exemple, par exemple le choucas des tours, qui est un espèce de corbeau, il se développe pas énormément dans le centre-ville, mais il aime pas non plus trop la forêt ou les champs. Ce qu'il aime bien, c'est un mixte. En fait, il aime bien 2 ou 3 arbres, 2 ou 3 bâtiments. On pourrait dire que c'est un oiseau qui aime bien la banlieue en réalité. Donc en fait, rien qu'en identifiant les corvidés qui volent dans les environs, et ça va vous dessiner une nouvelle carte. C'est pas une carte précise qui va vous permettre de vous déplacer pendant 20 km, mais ça fait quand même partie d'un grand tableau qu'il faut lire. Donc en fait, là, un simple oiseau est en train de vous dire, ok, si tu viens de la forêt, ça veut dire que la forêt va être de moins en moins dense et qu'il va y avoir des bâtiments. Si tu viens de la ville, par contre, tu vas commencer à t'enfoncer dans les forêts et les prairies. Donc encore une fois, c'est un indice qu'on peut repérer tous les jours, il suffit de le regarder un petit peu tout au long de l'année et de voir les variations. Plus on s'expose, mieux on le retiendra. Dans tes livres, on trouve beaucoup de noms de plantes ou d'animaux, on trouve même les noms latins, ce qui est quand même pratique pour faire la traduction. Mais au-delà de toutes ces connaissances, au-delà de tous ces noms, quelle est la première chose que tu apprends à une personne qui assiste à l'un de tes cours? La première chose que j'apprends en général, c'est d'utiliser le soleil. Parce que le soleil, on peut l'utiliser en plein milieu d'une journée, c'est une super façon de commencer, c'est facile. Et les gens peuvent le regarder au moins une fois par semaine, si ce n'est tous les jours. L'écologie, ça vient bien après normalement. Mais en fait, ce que j'essaye de faire passer comme idée pour les gens, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait de retenir des noms. En particulier pour les enfants qui ont à apprendre du vocabulaire, alors dans un langage ou dans un autre. Si on commence par leur faire sentir que la nature, c'est simplement retenir des listes de noms, là, c'est totalement faux et on va les dégoûter. Donc ce que j'aime bien faire quand je suis dans un cours dehors, c'est que j'amène les gens depuis les berges d'une rivière, en haut d'une colline ou d'une montagne, et on redescend vers une rivière.
Et du coup, je demande aux gens d'être bien attentifs à la végétation qui se déroule donc sur chacun de ces terrains. Au début, à côté de la rivière, sans se focaliser du tout sur les noms, je demande aux gens de regarder les fleurs, les arbres, et ensuite on monte donc en haut d'une colline, je leur demande d'être bien attentifs, et en descendant, je leur demande de me signaler dès qu'ils pensent qu'on se rapproche de l'eau. De cette façon, même des gens qui n'ont aucune connaissance botanique, qui ne connaissent aucun nom, sont capables de dessiner une carte et de ressentir lorsqu'ils se rapprochent de l'eau. Et on se retrouve avec des gens qui disent waouh, là je sais que je me rapproche de l'eau, même si je ne vois pas d'eau. Donc en fait, certaines personnes peuvent même dire là on voit des saules, donc on se rapproche de l'eau. Mais au final, c'est juste parce qu'ils savent reconnaître la forme de l'arbre qu'ils sentent que la rivière est à côté. Donc en fait, c'est la première chose que j'enseigne, c'est que c'est vraiment pas en se focalisant sur les noms ou sur les tours qu'on va progresser, mais c'est plus en étant attentif et en observant. Alors ce genre de comparaison, oui, ça me rappelle un dialogue dans un épisode de Sherlock Holmes, il me semble que c'est dans le livre Une étude en rouge. Il y a donc un dialogue entre Sherlock Holmes et le docteur Watson à propos du nombre de marches qu'il y a juste avant leur appartement à Baker Street. Et Sherlock lui demande alors combien il y a de marches avant notre appartement, et Watson nous dit qu'il ne sait pas, il ne les a jamais comptées. Sherlock lui répond alors, vous voyez, mais vous n'observez pas. Et j'ai l'impression qu'en bushcraft ou en navigation naturelle, c'est exactement ça. Il faut apprendre à observer vraiment son environnement. Les gens qui débutent, en fait, ont plus l'impression de voir de grands arbres verts ou de grandes plantes vertes, mais ils n'observent pas la richesse du monde. Oui, alors je pense que c'est tout à fait exact. Et je trouve la philosophie derrière le personnage de Sherlock Holmes extrêmement inspirante. Souvent, dans mes conférences, je dis que on a tout à fait accepté le fait que l'animal humain aime énormément résoudre des problèmes et aime les énigmes. Par contre, on se trompe lorsqu'on pense que pour passer son temps libre, on devrait résoudre des problèmes à l'intérieur de notre domicile. Quand on joue à des jeux pour résoudre des énigmes policières ou qu'on essaye de faire des mots croisés ou un sudoku, c'est de la déduction, mais on a quand même l'impression que dans la vie de tous les jours, cette partie de notre cerveau qui aime résoudre les problèmes est un peu endormie lorsque on va à l'extérieur. Alors il y a une petite partie de la population, mais qui commence à grandir, qui commence à se dire mais attendez, moi j'aime bien résoudre des énigmes, j'aime bien réfléchir, et j'aime bien être dehors. Alors pourquoi est-ce que je pourrais pas utiliser cette partie de mon cerveau lorsque je suis dehors? Cela m'amène à ma prochaine question. Du coup, je vais te demander qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être dehors? Est-ce que c'est le frisson de l'aventure ou est-ce que c'est justement pour résoudre des problèmes? Alors, honnêtement, je pense que ça va être la question la plus difficile pour moi à laquelle je vais répondre. Alors, oui, j'ai un peu un frisson quand je suis dehors, c'est un peu comme si j'étais grisé, mais j'ai ce sentiment parfois lorsque à 3 heures du matin, voilà, on est au chaud chez soi et on sait qu'il va rester quelques jours avant de pouvoir aller avec la lumière du jour dehors. En fait, je crois que c'est un besoin tellement fondamental que je peux pas l'analyser. En fait, j'éprouve très souvent un sentiment de bonheur lorsque je suis dans un endroit sauvage et reculé. Pour moi, on a tous un endroit, justement, un endroit heureux comme ça, où on se sent pas forcément à 100% étranger lorsqu'on y va. Si on considère quelqu'un qui a vécu pendant 18 ans dans un centre-ville, il va probablement pas éprouver une grande joie lorsque vous l'amenez dans un endroit reculé et sauvage, parce que ça va être beaucoup trop étrange pour lui. Mais si vous prenez quelqu'un qui a vécu dans un endroit sauvage et reculé toute sa vie, lui, inversement, il n'aura aucun frisson, aucune excitation à sortir de chez lui. En fait, je crois qu'on peut exprimer ce sentiment de bonheur une fois qu'on en connaît suffisamment à propos
de la nature et de l'environnement pour qu'on se sente en sécurité partout où on aille, mais qu'on conserve quand même un sentiment de découverte. Et de cette façon, en découvrant, on ne s'ennuie jamais parce qu'on découvre à chaque minute. Et c'est vraiment comme ça que moi j'aime découvrir la nature. Chaque jour, j'essaye de prendre du temps dans la nature, découvrir de nouvelles choses que je n'avais pas remarquées avant. Et je remets tout ça dans le contexte des choses que je connais réellement. Rien que ce matin, j'ai remarqué que la sarriette était encore en fleurs. Et c'est probablement quelque chose que je suis probablement passé à côté sans le remarquer des dizaines de fois cette année. Alors ça m'a fait repenser aux saisons et ça m'a refait penser aux indices de navigation, etc. Je me suis dit que ça avait probablement un lien avec son exposition au sud. Donc comme tu peux le voir, je me pose beaucoup de questions et j'essaie d'y répondre, mais c'est très plaisant. Tu donnes des cours de navigation naturelle à travers tout le Royaume-Uni et je crois que tu enseignes même à Hyde Park, dans le centre de Londres, c'est bien ça? Oui, il y a énormément d'indices de navigation naturelle dans Hyde Park. Je pourrais y donner un cours de 3 jours, mais je suppose que je pourrais peut-être faire la même chose dans le centre de Paris. Aucune chance que tu viennes en France, un de ces quatre? Ah, j'adorerais ça. En fait, il y a quelques années encore, j'allais en vacances en Bretagne. On avait une vieille maison là-bas. Mes enfants étaient très très jeunes et c'était vraiment super parce qu'on pouvait les laisser se débrouiller tout seuls. Il n'y avait pas beaucoup de voitures autour. Donc c'était vraiment bien. J'adore vraiment la France et j'aimerais beaucoup y aller. Mais et surtout que j'ai pas eu beaucoup de temps dans la nature sauvage vraiment en France. Alors le gros problème c'est le temps en fait. Ces temps-ci, je pensais pas avoir ce problème-là un jour, mais avec tous les livres, les conférences, etc., j'ai beaucoup de mal à concilier des voyages. Mais ce serait super d'aller en France pour faire un cours ou ne serait-ce qu'une conférence. Ce serait vraiment super. Ouais. Si tu étais perdu dans un endroit inconnu, quel serait le seul outil de survie que tu aimerais avoir sur toi? Alors, c'est une question assez intéressante parce que je peux y répondre de deux façons. Soit je peux y répondre honnêtement, soit je peux y répondre d'une façon qui me fera paraître être un super survivaliste, etc. Alors, si je devais aborder la question sur le terme du bushcraft, je pourrais dire que j'ai envie d'avoir mon couteau sur lequel je peux compter. Mais honnêtement, si je pouvais avoir une balise de détresse, une radio-balise de localisation des détresses, en fait. Si vraiment je suis très inquiet sur ma situation, je crois que j'utiliserais ça, mais je serais pas très fier de demander de l'aide, c'est sûr. Et pourtant, ça doit être la seule façon de survivre. Alors, juste un récapitulatif, tu es l'auteur de différents livres. En France, on a la chance d'avoir The Natural Navigator qui a été traduit sous le nom de La Boussole Naturelle. Ton dernier livre est The Walker's Guide to Outdoors Clues and Signs, qui n'a pas encore été traduit, mais qui est de loin mon préféré. Est-ce que tu peux nous récapituler les titres de tes différents ouvrages? There's the Natural Navigator, La Boussole Naturelle, as you mentioned, and the Natural Explorer, then How to Connect with Nature, then the Walker's Guide to Outdoor Clues and Signs. Et après tous ces titres, j'en ai un autre qui doit sortir en 2016, mais j'ai pas le droit de dire le titre pour le moment, mais très bientôt vous pourrez avoir le titre dans mon email ou ma newsletter. Okay, great, thanks. En dehors de tes ouvrages, est-ce que tu as des livres à recommander pour découvrir la navigation ou la nature? Dans le monde de la navigation, j'ai été très impressionné par un homme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Harold Gatty, qui a écrit énormément de livres et qui était comme moi, mais en plus expérimenté concernant la navigation moderne. Il pilotait des petits avions, c'était un navigateur sur les océans.
il y a plus de 50 ans, ça a été un des premiers à écrire sur la navigation naturelle et ça a été pour moi une source d'inspiration. Je ne peux pas recommander un de ses livres en particulier, en fait, je les recommande tous. D'un point de vue philosophique, par contre, il est plus d'une approche pratique, alors que moi, je suis plus dans le sens c'est sympa à faire et c'est gratifiant. Mais en fait, on vient de la même école quasiment, de la navigation traditionnelle. En ce qui concerne la nature, par contre, je crois que j'ai apprécié énormément de livres et pour moi, c'est assez difficile de recommander un livre parce que j'en ai lu tellement et c'est tellement subjectif. Il y a tellement de livres concernant la nature que c'est très difficile à recommander et puis il y a le fait aussi que si quelqu'un n'aime pas, il va peut-être considérer que l'ensemble de la littérature est mauvaise, mais c'est pas du tout le cas. Mais je considère qu'en littérature, il faut lire de tout et voilà, il faut essayer. Et si jamais ça vous plaît pas, il n'y a rien de perdu, au moins vous avez essayé. Est-ce que tu aurais un conseil pour des gens qui souhaiteraient débuter la navigation naturelle par eux-mêmes, tout seuls, pour qu'ils puissent la découvrir? J'ai deux conseils à donner. Le premier, c'est de sortir et de se demander dans quelle direction est-ce qu'on regarde. Essayez juste de regarder et de deviner. C'est pas grave si vous avez faux, mais juste essayez de regarder autour de vous. Si vous êtes en ville, regardez sur les toits, regardez les paraboles satellites. Si vous êtes en campagne, regardez les arbres. Vous pouvez juste vous poser la question et c'est juste pas grave si vous vous trompez, c'est le début du voyage. Ensuite, la deuxième chose à faire, je pense que c'est lorsque vous êtes dans un voyage, lorsque vous marchez par exemple en week-end, et que quelqu'un d'autre est le navigateur. Vous arrivez à la fin de cette balade et vous sortez un morceau de papier et vous essayez de dessiner ce que vous avez fait. Donc vous essayez, alors ok, je crois qu'on a marché vers le sud en partant du village pendant 10 minutes et on a tourné à droite, etc. Vous dessinez tout ça sur un papier. Alors, il est sûr que vous allez forcément avoir quelque chose de faux, mais il est très possible que vous ayez aussi quelque chose de vrai. Et vous montrez ça au navigateur et il va vous dire « Ok, alors là, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, on a tourné à cet endroit-là, près d'un arbre, etc. » À ce niveau-là, vous commencez à être le détective dans l'histoire et vous essayez de construire un petit peu votre carte. Ça peut devenir de plus en plus compliqué, mais dès le début, vous avez voilà, l'envie de découvrir votre balade sans risque de vous perdre. Et là, vous commencez à comprendre le chemin, vous commencez à comprendre la navigation. Ok, merci Tristan. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Je crois que tu as une page Facebook, un blog, et tu es un utilisateur assez actif de Twitter. Oui, c'est vrai. Alors, le meilleur endroit pour me trouver, c'est mon site Internet qui est www.naturalnavigator.com. De là, vous pouvez trouver mon Twitter qui est @naturalnav. Et ma page Facebook est pas très bien mise à jour parce que je suis vraiment sur Twitter et j'essaie de répondre le plus souvent sur Twitter. Mais surtout sur Facebook, en fait, c'est juste les articles du blog que je publie. Le meilleur endroit pour me trouver ces temps-ci, c'est vraiment mon site naturalnavigator.com et naturalnav sur Twitter. J'ai juste débuté sur Instagram et on verra ce que ça va donner. Je sais que beaucoup de jeunes gens aiment bien Instagram, c'est vrai que c'est sympa. J'essaie de montrer qu'il n'y a pas que des vieilles technologies pour la navigation naturelle. Eh bien, merci beaucoup Tristan pour cette interview. Wilson! Je suis désolé! Merci à Tristan Goulet que vous pourrez retrouver sur son site naturalnavigator.com et sur Instagram, sur Twitter, naturalnav. Ce podcast m'a demandé beaucoup de travail pour traduire. Très bientôt, je vous réserve un autre podcast avec un autre intervenant britannique de renom qui va me demander beaucoup de boulot, mais j'ai hâte de vous le présenter. En attendant, on se retrouve sur la page Facebook de Nature Aventure Survie, sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr.
sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Bonne journée et bon bushcraft à tous.